Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure. J'accueille mes débatteurs. Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Gilles. Bonsoir Stéphanie. Nous sommes quittés juste avant Noël. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Un excellent Noël. Donc la viande était bonne. Les viandes étaient bonnes. La pintade, la canette. On a délicieux. reçu un boucher avec Gilles Boutin des boucheries Niévernaises. C'était il y a quelques jours. D'où ma petite question indiscrète sur le menu de Gilles Boutin. Bonsoir Humbert Anglaise, journaliste au JDD. Je suis contente de vous voir ici. D'habitude, je vous croise dans les couloirs au 6e étage. Eh bien, vous voilà en studio avec moi. Bonsoir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, vous aussi. Parfaite, merci. Bon, on va parler de Donald Trump. Il est bien actif. J'espère qu'il a eu le temps de passer de bonnes fêtes lui aussi, puisqu'il est sur tous les fronts. Il va rencontrer Volodymyr Zelensky probablement dimanche. Il frappe aussi l'État islamique au Nigeria. Qui menace eux les chrétiens et qui massacre surtout les chrétiens. Bonsoir Jean-Éric Brana. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, chercheur au centre Thucydide et auteur de textes fondateurs de la Révolution américaine aux éditions Ellipse. Alors je disais, on a un Donald Trump hyper actif. Alors on va prendre les dossiers dans l'ordre. Tout d'abord l'Ukraine, puisque les pourparlers sur l'Ukraine avancent. Le président ukrainien aimerait bien un accord avant la fin de l'année. En tout cas, il essaie de s'en donner les moyens, puisque le président ukrainien, lui, a annoncé à des journalistes aujourd'hui qu'il rencontrerait Donald Trump dimanche en Floride. Ça veut dire qu'il y a des chances que Donald Trump réussisse à trouver un accord de paix sur ce conflit qui dure maintenant depuis 2022, Jean-Éric Brana. Écoutez, s'il y a des chances, c'est un petit peu difficile à dire. En réalité, ça dépendra de la position de Vladimir Poutine. Veut-il la paix ou ne la veut-il pas? On a vu que, à de nombreuses reprises, il y avait des chances qu'il y ait un plan de paix et que finalement, un des deux protagonistes va apporter de nouvelles raisons pour que cette paix n'arrive pas. Et cette fois-ci, Donald Trump aimerait bien que cela aboutisse. Alors, ce n'est plus le plan de paix qu'il avait proposé au départ. Il faut quand même le préciser. C'est un nouveau plan de paix américain qui est cette fois-ci d'inspiration ukrainienne, non plus d'inspiration russe. Et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de raisons de penser que Poutine le refusera. Vous avez raison de le préciser, puisque la Russie cet après-midi a accusé justement l'Ukraine de vouloir torpiller les pourparlers sur le plan américain, constatant ce que vous dites, que c'est un texte radicalement différent de ce que Moscou avait négocié avec les Américains. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait ici, c'était de voir avec quelle énergie Donald Trump faisait les choses. Ça nous amène aussi au Nigeria. Donald Trump qui poursuit ses représailles contre l'État islamique. Il a annoncé ce jeudi peu avant minuit que les États-Unis avaient frappé de façon meurtrière une partie du Nigeria. Alors, les messages avec lui sont assez simplistes, mais tout de même, le résultat compte. Il dit « J'avais précisément prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher. Et ce soir, ils ont payé. Joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts, qui seront encore plus nombreux si le massacre des chrétiens se poursuit. » Alors c'est vrai que c'est le style Trump. Il n'empêche, il ne s'embarrasse pas de trop de temps. Il attaque. Oui, alors moi je suis pas tout à fait sur la même dynamique puisque je suis un observateur et pas un militant. Ce que je vois, c'est que Donald Trump s'adresse surtout à ses partisans. Cette attaque, en réalité, a un double but. D'abord, de satisfaire une partie de son électorat, c'est-à-dire les évangéliques. On a vu d'ailleurs aujourd'hui les réactions, ce soir Antifa de Floride, de Riley Moore de Virginie-Occidentale, Ted Budd de North Carolina, la Caroline du Nord, Tom Cotton de l'Arkansas ou Laura Loomer qui est si puissante sur les réseaux, tout cela qui sont des évangéliques se sont félicités en expliquant que c'était un cadeau de Noël. C'était aussi la grande promesse de l'America Fest la semaine dernière, cette organisation qui a été montée par Turning Point et Charlie Kirk dont on a parlé puisqu'il a été assassiné. Et il y avait cette idée de frapper
les Nigérians ou le Nigeria pour arrêter le massacre de chrétiens. Et je mets des guillemets à massacre de chrétiens parce qu'en réalité, sur le terrain, c'est un peu plus compliqué, comme chacun le sait. Mais là-dessus, il y a une satisfaction. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas de son camp, en réalité, c'est une opération à portée nulle. Je veux dire par là qu'elle n'aura pas d'effet négatif pour Donald Trump parce que le Nigeria, c'est loin, c'est en Afrique, ça n'a pas beaucoup d'importance dans... Justement, Jean-Éric Brana, pardonnez-moi de vous couper, mais vous dites, à juste titre, certainement, c'est adressé à son électorat, mais en effet, le Nigeria, c'est loin. On connaît parfois le peu d'appétence qu'ont les Américains sur la géographie un petit peu lointaine. Est-ce que vous êtes sûr qu'il peut en tirer... Vous avez dit, ça sera à minima neutre, mais pourquoi le faire? Alors, c'est vrai que c'est une terre de pétrole aussi. On peut peut-être imaginer une seconde arrière-pensée de la part de Donald Trump, mais c'est vrai qu'on cherche peut-être la raison. Non, mais il le fait parce qu'en réalité, il faut recadrer ses troupes, ou plutôt les resserrer. Chacun a entendu parler du fait qu'il y avait une campagne présidentielle qui commence déjà. C'est classique aux États-Unis. Vous savez, 3 ans avant l'élection, les grands leaders commencent à se mettre sur la piste, mais en se mettant sur la piste, ils se divisent. Et Donald Trump essaie justement de resserrer ses rangs. Vous savez, il y a une chose qui est très importante avec Donald Trump, c'est qu'il avait réuni les 7 ou 8 courants qui existaient au Parti républicain. Désormais, il n'y en a plus qu'un. Et il faut surtout pas que ça éclate à nouveau, parce qu'à ce moment-là, tout le trumpisme explose avec lui. Mais donc, ce qu'il fait actuellement, c'est, et pas uniquement dans cette affaire-là, c'est de resserrer les rangs et d'essayer de remobiliser les troupes avant le grand rendez-vous qui arrive, qui est 2026. Gilles Boutin. Oui, bonsoir Jean-Éric Brana. On aurait pu penser que Donald Trump, de par son discours assez isolationniste, professant un retrait des États-Unis des affaires, notamment européennes, on aurait pu donc penser que Donald Trump était adepte finalement d'un interventionnisme assez minimal et d'une moindre puissance. Il aurait pu par exemple raboter dans les budgets de l'armée. Or, on voit bien qu'en réalité, il adore cette puissance militaire américaine. Oui. Simplement, il ne veut pas en faire le même usage que ses prédécesseurs. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas d'intervention au sol. Il veut 0 mort, en définitive. Mais il veut quand même profiter du show à l'américaine, c'est-à-dire envoyer les bombardiers B-2 taper les Iraniens et mettre en scène, en quelque sorte, cet acte comme celui qui met fin à une guerre dont il donne lui-même le nom, d'ailleurs, la guerre des 12 jours. Il fait la même chose là au Nigeria avec des frappes notamment de missiles. Donc on voit bien qu'il n'est pas du tout finalement en rupture avec ses prédécesseurs. Il bichonne son appareil militaro. Il fait même plus d'interventionnisme. Hein. Et beaucoup d'interventionnisme, mais à moindre coût humain. Ce qui me fait penser à la politique de la canonnière. C'est à la politique de Theodore Roosevelt qui consistait à intervenir de manière massive pour tordre le bras. Et d'ailleurs, ce qu'il fait au Venezuela actuellement, il ressemble fortement. C'est-à-dire... il fait un blocus, il veut tordre le bras pour obtenir des choses, mais à moindre coût. Est-ce que vous croyez à l'efficacité de cette utilisation de l'armée pour résoudre soit des différends commerciaux, soit tout simplement des problèmes d'insécurité ou de terrorisme? Jean-Éric Brana. Je crois que Donald Trump n'est pas en rupture avec ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que l'isolationnisme, oui, ça fait partie de son discours, mais la force aussi fait partie de son discours. Et en réalité, il a toujours expliqué qu'il serait impitoyable pour frapper là où il fallait frapper. Seulement, quand il frappe, il faut que ce soit court. Il faut qu'il n'y ait pas de conséquences, c'est-à-dire pas de guerre, puisqu'actuellement, vous l'avez bien compris, les Américains ne veulent pas de guerre. Ils ont rejeté George Bush et choisi Obama pour cette raison-là. Puis ensuite, ils ont choisi Trump et Biden avec la même idée. On va surtout plus dans les guerres. Ils rejettent tout ce qui peut ressembler à une guerre à l'extérieur. Et puisque vous mentionnez le Venezuela, vous voyez que l'opinion américaine est très, très, très défavorable à l'intervention au Venezuela. Maintenant, est-ce qu'il y aura pas d'intervention au sol au Venezuela? Je n'en sais rien. C'est l'avenir qui nous le dira, puisque actuellement, il semblerait qu'on se dirige sur quelque chose d'important sur le Venezuela. Et puis, sur le Nigeria, il y a aussi la déclaration de Pete Hegseth ce soir qui dit qu'il va y avoir de nouvelles frappes très bientôt, mais elles seront brèves, encore une fois, histoire de montrer sa force et de repartir. Et surtout, Donald Trump, dans son message, a pris garde de
mentionné que le gouvernement du Nigeria non seulement était au courant, mais que c'était même lui qui les avait demandés. Donc il vient pour en support, et là, vous aviez raison tout à l'heure quand vous disiez qu'il ne faisait pas autrement que ses prédécesseurs. C'est une continuité américaine qu'il nous faut constater. Oui. Peut-être même parfois il fait plus, mais alors ce qui lui donne d'ailleurs l'occasion d'apparaître extrêmement fréquemment dans la presse française. Jean-Yves Bréda, il ne vous a pas échappé que Donald Trump est la personnalité dont les médias ont le plus parlé en France en 2025, alors que traditionnellement cette première place échoit au chef de l'État français. C'est d'ailleurs la première fois que depuis cette étude, depuis 2013, que c'est pas le président français en exercice qui est la personnalité la plus citée dans les médias du pays. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Ça dit d'abord que Donald Trump est une personnalité médiatique hors pair. Ça, tout le monde l'a bien compris. Depuis 2015, moi, je me lève tous les matins en commençant par allumer l'ordinateur pour savoir ce que Donald Trump a dit pendant la nuit. C'est vrai que les tweets sont assez cocasses, quand même. Oui, mais je pense que vous le faites aussi et que ceux qui sont sur votre plateau le font également. En réalité, il a scénarisé sa présidence pour qu'il y ait un événement minimum par jour. Ensuite, il utilise la provocation, voire l'outrance pour pouvoir intéresser, et ça intéresse bien sûr l'espace médiatique, les journalistes, les commentateurs. Nous sommes tous sur le pont pour qu'il y ait des débats. Ces débats sont fort nombreux, ça intéresse le public parce que ça touche l'ensemble de la population, non seulement américaine mais mondiale. Vous allez me dire maintenant, mais pourquoi est-ce qu'il était troisième avant et premier aujourd'hui ? Et c'est ça la vraie nouveauté dans ce sondage dont vous parlez. Après, c'est vrai qu'il ne fait pas que de la communication. On vient de le décrire, vous venez de le décrire vous-même. Il agit, parfois même brutalement. Oui, c'est là-dessus que j'allais continuer. Oui, pardon. Il y a quand même des changements qui sont intervenus. Pourquoi est-ce qu'il est la personnalité médiatique la plus importante de France et même d'Europe, un journal l'a consacré là-dessus en expliquant qu'il était numéro 1 en Europe, parce que en réalité, le cheminement trumpiste fait désormais partie de notre vie. Et Donald Trump parle également de nous, non pas parce qu'il nous cite, mais parce que les thèmes qu'il a abordés sont également des thèmes que nous avons dans notre vie politique. Et alors qu'on se dirige sur 2027, c'est-à-dire une échéance très importante en France, eh bien, les questions d'immigration, de sécurité, de remise en cause des élites font partie désormais du discours politique habituel, et donc on regarde Trump comme un exemple, un prédécesseur, en se demandant où ça va et est-ce que ça pourrait marcher ou ne pas marcher. Ceux qui l'aiment disent que regardez, ça marche très fort, et ceux qui ne l'aiment pas disent mais regardez, c'est une dérive extraordinaire. Et tout ça fait que on parle beaucoup de Donald Trump, encore une fois, comme une référence. Merci beaucoup Jean-Éric Abrana, maître de conférence à l'Université Panthéon-Assas et auteur des textes fondateurs de la Révolution américaine aux éditions Ellipse.